Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'un pays fantastique et merveilleux, l'Égypte. L'Égypte, pays millénaire ou je sais pas quoi. Du coup, je vais essayer de laisser ma place à quelqu'un d'un peu plus calé que moi sur les questions égyptiennes, donc je fais appel à un égyptologue pour faire cette vidéo parce que je pense qu'il aura des choses beaucoup plus intéressantes à raconter que moi. Allez, je lui laisse un peu la place. Salut, je suis égyptologue. J'adore les pyramides. L'Égypte, c'est un pays d'Afrique du Nord à l'est du continent dont les frontières sont bien droites. C'est littéralement un carré. La capitale est le Caire et on y parle l'arabe. Le pays est d'ailleurs connu pour son histoire et sa culture antique avec des noms comme Cléopâtre, Akhenaton, Imhotep, Ramsès et plein d'autres noms marrants parce que oui, l'Égypte c'est surtout connu pour son histoire antique. Le drapeau du pays reprend les couleurs du panarabisme. Alors les gens qui font Égypto, on sait pas ce que c'est le panarabisme, hein, on parle que des sarcophages, des pharaons, oui. Par rapport à tous mes collègues égyptologues, le panarabisme, en gros, c'est un mouvement visant à unir l'ensemble des peuples arabes et dont les couleurs sont le rouge, le blanc, le noir, avec souvent du vert. Le drapeau égyptien se content des trois premières couleurs, avec les armoiries du pays au centre et l'aigle de Saladin. Et moi, ce que je préfère chez Saladin, c'est la mâche. Alors, je sais que normalement, quand je parle d'histoire, je parle de la période un peu après la fin du Moyen-Âge. Sauf que là, en tant qu'éminent égyptologue, je vais aussi parler un peu de l'histoire antique de l'Égypte, qui est d'ailleurs la partie la plus intéressante de l'histoire égyptienne. Alors bon, il y a aussi une période romaine et une période byzantine, mais allez, je suis égyptologue, je suis pas non plus Stéphane Bern. Le camping, oui, mais royal. Déjà, on va quand même féliciter l'Égypte qui a réussi à faire perdurer son pays et sa civilisation malgré des années d'instabilité politique et plusieurs successions de pharaons. Car selon les écrits qu'on a, on a eu 30 dynasties successives, donc on va pas tous les faire, faut pas déconner. La période pré-dynastique est marquée par la culture Nagada qui permet l'utilisation de plusieurs matériaux comme de la céramique, du cuivre, du lapis lazuli. Oui, le lapis lazuli c'est un vrai truc, c'est pas qu'une pierre bleue dans Minecraft. Les grosses premières dynasties semblent venir à partir du pharaon Ménès, qui a permis l'unification de la Haute-Égypte et la Basse-Égypte, même si les historiens sont pas tout à fait sûrs de cette version de l'histoire. Et parce que c'est ça qui est beau avec les périodes antiques, c'est que ça s'est passé il y a tellement longtemps qu'en fait on sait même plus si c'est vrai ou pas. Du coup, chaque historien se bat pour que sa version soit considérée comme la vérité absolue. Les soirées d'historiens sont les endroits où je refuse de mettre les pieds. Vous l'aurez donc compris, c'est très dur de parler d'histoire antique qui s'étend sur plus d'années que ce que nous on s'étend depuis la naissance de Jésus. Donc on va juste devoir effleurer du bout du doigt cette histoire passionnante. Mais bon, de toute façon, la plupart des noms que vous connaissez, c'est ceux du Nouvel Empire. Amenhotep IV, Mais non, pas Yves, 4. qui devient Akhenaton et qui est d'ailleurs complètement obnubilé par lui. Il va transférer la capitale dans une ville qui a son nom et empêche même qu'on vénère un autre dieu que Aton. Culte de Aton qui disparaîtra après la mort de Akhenaton. Personne n'aimait beaucoup ce type. Viendra ensuite Toutankhamon qui est le 11e pharaon de la 18e dynastie. Oui, parce qu'il y a 30 dynasties avec plusieurs pharaons à l'intérieur, je vous l'avais pas dit? Par exemple, Ramsès II, le bien connu, c'est le 3e pharaon de la 19e dynastie. Et lui était un peu plus normal. Il a fait construire des statues, des temples, des obélisques, et va beaucoup se reproduire. À cette époque, on est vraiment à l'apogée de l'Égypte antique. C'est pour ça que la plupart des autres noms qui viennent après, vous ne les connaissez pas. Genre Psamétique. C'est qui ce nul? L'Égypte antique a traversé beaucoup de périples, de moments incroyables, de grosses crises. Par exemple, pendant la première période intermédiaire, l'Égypte était en proie à une famine causée par une grosse sécheresse qui va durer 140 ans 140 ans de famine. À côté de ça, Moïse et ses 10 plaies, c'est juste une déprime saisonnière. Mais l'Égypte est aussi capable de construire de gros triangles en pierre. D'ailleurs, sachez que si les pyramides ont été construites, c'est parce que l'économie égyptienne était tellement efficace qu'ils ont eu un excédent de ressources. Et qu'ils se sont dit que avec cet excédent, on va pouvoir construire des pyramides et ce serait plutôt sympa. Vous imaginez ce qu'on pourrait faire en France avec la technologie qu'on a si on avait un excédent comme ça? On pourrait le donner aux actionnaires. Oui, peut-être. L'Égypte antique, c'est une période très vaste et je pourrais faire une vidéo entière sur ça. Mais bon, je suis pas sûr que vous soyez vraiment passionné par les vies de Motuhotep, Amenemhat ou Ornababis. La preuve, le dernier, je l'ai inventé. Et en plus, on dit Omaha Beach. Non, on dit Obama Beach. Mais vous vous demandez sûrement, elle est quand Cléopâtre? Après l'annexion par l'Empire perse, la conquête d'Alexandre le Grand et la division de l'Égypte en deux, Cléopâtre sceptre Philopator arrive enfin en Égypte alors que le pays est en train d'avoir de plus en plus de liens avec Rome.
D'ailleurs, l'Égypte sera envahie par Rome en 30 avant Jésus-Christ et passa sous contrôle romain avant de revenir au contrôle arabe dans les années 600 puis ottoman. Et c'est là qu'on va faire un gros bond en avant pour aller au 19e siècle pour la guerre. Les Britanniques n'ont pas trop apprécié le développement accéléré de l'Égypte et ont décidé de faire la guerre au pays, le faisant sombrer dans la crise économique, amenant jusqu'à son contrôle commercial, politique, puis enfin total par le Royaume-Uni. Sauf qu'à cette époque, l'Égypte n'est pas une colonie anglaise, c'est un protectorat, et les Anglais ont peur que ça profite aux Égyptiens pour accéder à l'indépendance. Ce qu'ils feront en 1922 grâce à une grosse révolution menée par Saad Zaghloul, qui ne sera même pas le Premier ministre de ce nouveau pays. Bon, il le sera 2 ans plus tard, hein, mais quand même. Mais l'Égypte, pas trop rancunière et encore très influencée par la culture britannique, va permettre l'implantation de militaires britanniques sur son sol. En fait, les Britanniques ont mis la pression pour que le gouvernement égyptien soit un allié contre les fascistes, notamment contre les Italiens qui étaient très présents sur leur territoire. L'ambassadeur britannique demanda au roi d'Égypte de se débarrasser des Italiens sur ses terres, ce à quoi le roi lui répondit qu'il le fera quand l'ambassadeur britannique se débarrassera de sa femme italienne. Et toc, remonte ton slibard, l'otard. Bon, tout ça c'est très rigolo, mais comme les Britanniques n'ont pas trop apprécié que les Égyptiens résistent, ils ont envahi le palais royal et ont forcé le roi à nommer un premier ministre proche des Anglais. Vraiment des alliés sympas. Hein. L'Égypte sera le théâtre d'opérations militaires violentes entre le Royaume-Uni et les armées italiennes et allemandes jusqu'à la fin de la guerre, sachant que l'Égypte déclarera officiellement la guerre à l'Allemagne en 1945. Oui, comme les Argentins, sauf que les Égyptiens, eux, ils ont vraiment fait des trucs. Ils en pensent, pâté. Mais vous savez ce qui manque à tout ça? Un coup d'État. Oui, mais royal. En 1952, l'une des personnes les plus importantes de l'Égypte moderne prend les armes et renverse la monarchie pour instaurer un régime militaire composé de gens de moins de 40 ans afin de mettre en place la démocratie et la justice sociale. Drôle de programme pour un coup d'état militaire, mais assez normal quand on sait qui est à sa tête, Nasser. Gamal Abdel Nasser, c'est le second président de la République d'Égypte et il va instaurer durant son pouvoir l'enseignement gratuit, la nationalisation des entreprises, l'industrialisation du pays, le salaire minimum, la réduction du temps de travail. Bref, même si par rapport à nos standards actuels, Nasser est évidemment un connard de wokiste, à l'époque c'était considéré comme le père de l'Égypte moderne. Malheureusement, les présidents d'après ne suivront pas vraiment sa politique et se concentreront surtout à faire du fric et à rendre le pays riche, ce qui paradoxalement aggravera les écarts de richesse. C'est d'ailleurs à cette époque que l'Égypte va traverser une crise politique et économique de laquelle elle n'est toujours pas sortie aujourd'hui. Wouh! Avec sa forme d'État américain, l'Égypte a une géographie assez complexe mais en même temps très simple. Ce qui ne veut rien dire pour l'instant, mais en fait, si, vous allez voir. Le pays a un climat très sec et des villes très peuplées comme Le Caire ou Alexandrie. Bref, en gros, l'Égypte ressemble à n'importe quel pays du Maghreb, voire même du Moyen-Orient. D'ailleurs, c'est sûrement ce climat sec qui explique les manières de vivre des Égyptiens antiques. Vous vous demandez sûrement comment je peux connaître les manières de vivre des Égyptiens antiques. Je suis égyptologue en fait. On pense que les perruques c'est pour se protéger de la chaleur et que le maquillage c'était pour se protéger de la réverbération et cacher l'odeur de mort à cause de la transpi. Mais bon, à part ce genre d'anecdote qu'un seul un éminent égyptologue peut vous donner, désert, palmiers, cactus, sable et voilà, on a fait le tour. Ou plutôt le carré. Même au niveau des animaux, rien de très original, hein, des dromadaires, des gazelles, des lynx, mais aussi des animaux vachement moins sympas comme le serpent, le scorpion ou le crocodile. D'ailleurs, qui c'est qui gagne entre le serpent et le crocodile? Le crocodile donc. Mais attendez, que fout le crocodile dans un pays aussi sec que l'Égypte? L'Égypte est un pays sec, sauf autour du Nil. Il y a des plantes qu'on ne trouve qu'au Nil et la quasi-totalité de la population antique était établie proche du Nil. Sans ce fleuve, il n'y aurait pas d'Égypte. C'est d'ailleurs pour ça que tout le monde le veut. Tout le contraire du vizir et de son neveu. La France et le Royaume-Uni voulaient contrôler le fleuve et se le partager dans les années 1800. Ils ont même tenté de l'assécher pour le rediriger vers des pays sous contrôle britannique pendant la crise de Suez. Vous vous demandiez pourquoi on n'en parlait pas dans la partie histoire, et ben c'est parce que je le réservais pour la partie géographie. Il y a un canal qui a été construit pour relier le Nil à la mer Rouge justement, et ce canal c'est le canal de Suez. Ce canal est très important parce que c'est par là que transitent les navires marchands d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Europe. Sauf que quand l'Égypte est devenue indépendante, les autres pays ont eu peur de perdre l'accès à ce canal. Une alliance secrète sera établie entre la France, le Royaume-Uni et Israël pour reprendre le contrôle de ce canal et renverser Nasser.
ça marchera pas trop. Malgré leur puissance militaire supérieure, l'Alliance sera rappelée à l'ordre par les États-Unis. Faut quand même pas que mes alliés aient un pied d'appui militaire sur plusieurs continents à la fois. L'humiliation totale pour cette alliance qui aura de grosses conséquences pour tout le monde. 75 000 juifs égyptiens ont été obligés de partir du pays et la France a perdu beaucoup économiquement et ça a même encouragé la révolution en Algérie. Bon, à part ça, la France a quand même gagné quelques trucs. Ouais, enfin non, on a juste gagné Claude François. Bah, en fait, à part la culture antique, la culture égyptienne, c'est pas dingo. Hein. Donc je pourrais vous faire toute une vidéo où je dis « Regardez, c'est Mohamed Salah et les joueurs de Liverpool, c'est incroyable !» Mais bon, c'est un peu nul. Du coup, on va plutôt se poser la question, quel est l'apport de la culture égyptienne antique à notre civilisation actuelle? Déjà, tout ce qui est philosophie grecque, savoir scientifique ou artistique, sans l'Égypte, ça n'existe pas. La religion, par exemple, beaucoup de personnes pensent que les croyances égyptiennes sont les plus vieilles religions connues de l'homme. Et à l'époque, il n'y avait pas vraiment de dieu, puisque c'était surtout les éléments naturels qui étaient défiés, genre l'eau, la terre, le feu, l'air. Ces quatre peuples vivaient en harmonie, et un jour, la nation du feu décida de passer à l'attaque. Les Égyptiens pensaient que toute cette richesse naturelle venait du ciel. Et faisaient tout pour avoir un mode de vie exemplaire afin d'atteindre l'Osiris après la vie. Croyances, divinité, discipline, comme quoi faire une religion, ça la portait de n'importe qui. Et faire une secte aussi d'ailleurs, c'est bizarre. Il y a aussi un truc très utile que les Égyptiens ont inventé qui s'appelle l'écriture, mais aussi le calendrier, le dentifrice ou les serrures de porte. Poignée de porte. Mais les Égyptiens ont aussi inventé des sports auxquels on joue encore aujourd'hui. Alors, à votre avis, quel sport ils ont inventé? Perdu, dites-en un autre. Perdu encore, en fait c'était le bowling. Alors c'est un peu différent d'aujourd'hui, hein. On n'avait pas genre les baskets fluo dégueulasses qui puent, mais bon, il y avait quand même déjà les quilles, on lançait des boules sur une piste pour les faire tomber dans un énorme trou en faisant dévier les boules adverses. Donc c'est à la fois le bowling, la pétanque et le golf. Non, vraiment ils sont très forts. Tellement forts qu'ils avaient trouvé des solutions à des problèmes qu'ils avaient et qu'on utilise toujours malgré nos avancées technologiques. Genre, à l'époque, les Égyptiens utilisaient des pierres pour cuisiner et préparer la nourriture. Ce qui est dégueulasse, et laisse beaucoup de sable et de terre, ce qui détruit vite les dents. Résultat, dents abîmées, lèvres déchirées, et ça crée des infections. Et donc, ils ont inventé le dentifrice et les pastilles à la menthe. Donc, il y a quand même plein de choses qu'on doit aux Égyptiens. Ça et les pyramides. Mais en fait, est-ce qu'on est vraiment sûr que les pyramides, ça a été fait par les Égyptiens? Non, je plaisante, évidemment que ça a été fait par les Égyptiens. Ou peut-être pas. Parce qu'après toutes ces vidéos qu'on a faites, il était quand même temps qu'on parle de théorie du complot. Parce que ça aussi on le doit à l'Égypte. Beaucoup se questionnent sur la création de ces pyramides, accusant les Égyptiens de ne pas avoir fait ça tout seuls, parce qu'ils n'avaient pas les connaissances scientifiques pour le faire. La théorie repose sur le fait que les Égyptiens étaient débiles. Ça commence bien. En fait, tous les historiens scientifiques et égyptologues comme moi s'accordent à dire qu'on a eu tendance à énormément sous-estimer les avancées scientifiques des Égyptiens. On considérait que si les Grecs et les Romains n'avaient pas ces connaissances, alors de quel droit des Africains pouvaient l'avoir? Alors il y a des gens qui disent que ce seraient des vestiges de l'Atlantide, d'autres que ce seraient des antennes 5G, et d'autres pensent que ce sont des stations d'atterrissage pour des civilisations éloignées, qui pourraient revenir un jour sur Terre pour nous envahir et nous réduire en esclavage dans des enclos pour bétail humain, alors que d'autres se feraient transformer en amas de bouillie informes et grotesques, résultat de notre pathétique... Oh pardon, excusez-moi, je me suis trompé, c'était le texte de la prochaine vidéo d'Alteris. Mais l'Égypte, c'est aussi connu pour le cinéma. Alors, pas pour le cinéma égyptien, mais pour tous les films qui se passent en Égypte, et ça, il y en a beaucoup. Par exemple, Les Aventuriers de l'Arche perdue, que tous les gens normaux appellent Indiana Jones 1. Papalapa, papala, papalapa, papalala, papalapa. Ouais, bah, j'ai pas les droits de la musique, donc... Mais aussi d'autres chefs-d'œuvre comme Laurence d'Arabie, La Vallée des Rois, Mort sur le Nil... Et aussi des films un peu moins bien comme Napoléon et cette scène où il bombarde les pyramides. Ah bah oui, c'est pas comme dans la vraie vie du coup. Ou La Momie de 1998 et son super doublage français. Eh bien, il me semble que nous repartons les mains vides. Dommage. L'Égypte, ça a toujours été un endroit parfait pour les scénaristes et peu importe le média. Il y a tout. Il y a des mystères, c'est exotique, les paysages sont facilement reconnaissables. L'Égypte, ça a toujours été un endroit où se concentrent des dangers secrets, des ennemis de l'ombre et des méchants très méchants. Mais les pires méchants, ce ne sont pas ceux des films, non. Ce sont ceux de la vraie vie. Parce que eux, ils existent. Dans l'histoire du pays, deux partis ont marqué l'Égypte. L'Union socialiste arabe de centre-gauche et le Parti national démocratique de centre-gauche aussi. Deux partis qui n'existent plus aujourd'hui. Et en vérité, les deux partis sont les mêmes, hein. C'est juste le Parti national démocratique qui a remplacé l'autre quand Nasser a été remplacé. Mais sinon, les deux partis se ressemblent autant que Fred et George Weasley,
Sauf que eux sont vachement moins jumeaux fantaisistes. Bonsoir. Alors, qui c'est qu'on a comme parti aujourd'hui en Égypte? L'extrême droite. Sachez par exemple que le parti dominant, le parti du futur de la nation en Égypte, possède 316 sièges au Parlement égyptien, et le deuxième parti en a 50. Donc bon, on peut dire qu'il y a un parti qui domine largement la scène politique, et le mouvement qui se réclame de l'ancien président Nasser n'a que 4 sièges au Parlement. C'est Abdel Fattah al-Sisi qui est le président de l'Égypte. Alors, qui est ce charmant monsieur? Est-ce qu'il respecte les droits de l'homme et souhaite que son peuple soit... C'est un dictateur. En fait, al-Sisi a organisé un coup d'état contre Mohamed Morsi, qui était le candidat en 2011 après la révolution égyptienne, alors qu'il était soutenu par les Frères musulmans, un mouvement international auquel al-Sisi est opposé. D'ailleurs, c'est quoi ces Frères musulmans, hein? Si vous avez regardé la télé comme moi ces derniers mois, vous avez l'impression que les Frères musulmans c'est le mal incarné. Donc, c'est quoi réellement ce truc? Les Frères musulmans, c'est pas des djihadistes, c'est plutôt des intellectuels qui essaient de faire passer les idées politiques dans les pays où ils sont implantés et qui permettent de faire avancer la cause musulmane, ainsi que la cause islamique. Et quand je dis islamique, c'est au sens religieux du terme. C'est comme si je disais cause catholique ou cause juive, hein. Ça va, calmez-vous, ils vont pas réhabiliter Daesh. Par contre, le mouvement frériste, comme on l'appelle, parce qu'on n'a trouvé aucune autre appellation moins nulle que celle-là, c'est un mouvement profondément conservateur qui véhicule une vision traditionnaliste de l'islam auprès des jeunes générations de musulmans. En gros, c'est comme les mouvements catho-traditionnalistes que tu vois le dimanche à côté du tram avec 2 clampins qui veulent à tout prix te parler. Et comme chez les cathos, ça marche pas. D'après un rapport commandé par le ministère de l'Intérieur, le mouvement frériste en France est désuet. Il s'est mal implanté, les cadres sont vieillissants, bref, c'est un microcosme assez inoffensif aujourd'hui. Mais dans le reste du monde, c'est plus compliqué, déjà parce que le mouvement a des amis et des ennemis un peu chelous. Genre, dans ses alliés, il y a l'opposition syrienne à Al-Assad, donc bon, ok, pourquoi pas, mais il y a aussi le Qatar et Erdogan, donc bon, pas ouf. Et dans ses ennemis, il y a surtout beaucoup de pays du Moyen-Orient et l'Autriche. C'est donc un mouvement plus ou moins formel islamique qui essaye de réunir tous les pays arabes sous sa coupelle dans la lutte contre l'occidentalisation du Moyen-Orient. L'armée égyptienne s'oppose aux Frères musulmans depuis des années, mais avant le mouvement était toléré sans pouvoir être un parti et servait surtout de repoussoir utile. C'était le RN de l'Égypte, quoi. Le genre de truc où on dit attention, votez pour nous, sinon ce sera eux, et attention, hein. Sauf qu'après la prise de pouvoir des Frères musulmans en 2011, c'est pas tout à fait la même limonade. D'autant que les Frères musulmans sont massivement financés par le Qatar et leur idéologie est communiquée par la chaîne Al Jazeera, mais aussi financée par le média AG+, dont on a déjà parlé. Et pour cette raison, l'Égypte a récemment coupé ses relations diplomatiques avec le Qatar. Oui, d'ailleurs, en France, si vous voulez lutter contre les Frères musulmans, au lieu d'emmerder les musulmanes qui veulent jouer au foot, peut-être faudrait faire des trucs un peu utiles, comme par exemple couper nos relations diplomatiques avec le Qatar. Hein, comme c'est eux qui financent les Frères musulmans, autant s'attaquer au portefeuille, non? Hein? Au lieu de faire de la com de merde. Non, je dis ça, je sais pas. Mais au fond, est-ce que Al-Sisi, il est mieux que les Frères musulmans? Présentons un peu le CV de monsieur Al-Sisi, si vous le voulez bien. Massacre de 1600 opposants politiques en 2014, lancement d'un culte de la personnalité, baisse des subventions sur l'alimentation de la population, détérioration des services publics. Donc au final, Al-Sisi, c'est augmentation de la dette de 92 milliards de dollars, encouragement à la population de ne pas manger et de ne pas boire, intimidation ou assignation à résidence de personnes opposées à sa candidature aux élections, victoire dans une élection où son seul adversaire était un de ses partisans, donc on ne peut pas vraiment dire augmentation du prix du métro de 250%, réduction au silence des médias, disparition inexpliquée d'opposants, meurtre sous la torture d'un étudiant italien. Ah là là, l'extrême droite. On n'a jamais essayé. Alors, il y a aussi des soupçons de corruption qui pèsent sur cet homme délicieux, puisqu'un homme d'affaires accuse le président égyptien d'avoir dépensé 10 000 € pour la construction d'un hôtel de luxe pour l'armée, et 12 000 pour la construction d'une résidence d'été. Et cet homme d'affaires sait de quoi il parle, déjà parce qu'il s'appelle Mohamed Ali, comme le boxeur, mais surtout parce que c'est lui qui était chargé de ses projets, et il n'a jamais été payé. Et si vous avez déjà joué à Animal Crossing, vous savez que c'est très important de payer ses dettes, parce que comme le dit Tom Nook, Al-Sisi, c'est donc un dictateur, tout ce qu'il y a de plus classique, et comme tous les dictateurs, il est très influent, notamment auprès des pays occidentaux. C'est pour cette raison, par exemple, que le président Emmanuel Macron lui a remis la plus haute distinction que peut avoir un chef d'État étranger, en compagnie de Anne Hidalgo. Mais comme il avait sûrement un peu le cul merdeux, il a fait ça discrètement, en catimini, sans prévenir la presse. Mais malheureusement, comme on n'est pas en Égypte, la presse a fait son boulot. On a été mis vite au courant, et évidemment, c'est assez mal passé. Parce que bon, récompenser les dictateurs, ça on n'aime pas trop, bizarrement. Comme ça, au moins on sait que Macron et Hidalgo, ils s'aiment pas trop l'extrême droite. Mais bon, pour la récompenser, ça va. Tout ça pour dire que l'Égypte, c'est un chouette pays, et je m'y connais. Bah oui.